Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, la situation sécuritaire au Burkina Faso déterminera le calendrier de la transition. Les déclarations du président de la transition, Paul-Henri Sandaogo Damiba. Le calendrier de 36 mois pourrait ainsi être amené à être revu. Si l'Afrique n'est responsable que de 3,8% des émissions totales de gaz à effet de serre, le continent subit de plein fouet les effets dévastateurs du changement climatique. Gros plan à suivre dans ce journal sur la situation en Ouganda. Ouverture à Tredjville en Côte d'Ivoire du concours de la mascotte officielle de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Coup d'envoi du concours par le comité d'organisation de la CAN 2023. Le dépôt de candidature est possible jusqu'au 31 mai 2022. Mais tout d'abord, cette annonce de l'armée malienne qui affirme avoir tué 203 combattants appartenant à des groupes armés terroristes. C'était lors d'une opération menée du 23 au 31 mars dans la zone de Moura, dans la région de Mopti, au centre du pays, où est très actif le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. L'armée parle aussi de l'interpellation d'une cinquantaine de personnes et de la saisie d'armes et de munitions. Parmi les personnes neutralisées figurent des civils. Des organisations humanitaires dénoncent en effet des exactions sur les civils. L'ONG Amnesty International regrette une brutalité de l'armée malienne et des mercenaires du groupe Wagner. L'ONG alerte sur de possibles crimes de guerre. Paul-Henri Sandaogo Damiba, le chef de la junte au Burkina Faso, s'est adressé ce vendredi à la nation. Deuxième discours depuis sa prestation de serment. Dans cette prise de parole, le chef de l'État a annoncé plusieurs mesures axées notamment sur la lutte contre le terrorisme. Et pour Paul-Henri Sandaogo Damiba, c'est précisément cette situation sécuritaire qui déterminera le calendrier de la transition. Kamesh Katapoulé. C'était son deuxième discours à la nation depuis sa prestation de serment. Au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba s'est adressé aux Burkinabés ce vendredi 1er avril. À l'heure où la menace terroriste reste vive dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, l'insécurité était donc au cœur de son discours. Le président du MPSR est catégorique. Le retour à l'ordre constitutionnel passera nécessairement par l'amélioration de la situation sécuritaire. La durée de la transition, décidée de façon consensuelle par l'ensemble des forces vives de notre nation, tient compte d'une réalité qui est la seule vraie préoccupation du peuple burkinabé actuellement, à savoir la situation sécuritaire. Plus vite nous arriverons à juguler cette situation et plus vite nous amorcerons un retour à un ordre constitutionnel normal. Restaurer la paix et la sécurité, un objectif que les autorités de transition n'entendent pas perdre de vue. Pour y parvenir, l'homme fort du pays a listé dans son message à la nation une série de mesures. Parmi elles, la création de comités locaux de dialogue qui aura pour mission d'entreprendre des discussions avec des groupes en rupture de dialogue avec la nation. Autrement dit, la junte semble être ouverte aux négociations avec certains groupes armés. Burkinabés des villes et des campagnes, ces temps de guerre nous imposent des sacrifices qu'il nous faut assumer collectivement. Pour créer les conditions d'un engagement total de tous autour de l'essentiel qui est de recouvrer l'intégrité de notre territoire, en plus des mesures déjà en cours, j'ai décidé, premièrement, de la création de comités locaux de dialogue pour la restauration de la paix, dont la mission est d'initier des approches avec les membres des groupes en rupture de dialogue avec la nation. Concernant la durée de la transition, le chef de la junte n'entend pas changer sa ligne de conduite. Un délai de 36 mois reste privilégié malgré les inquiétudes de la CEDEAO.
Le lieutenant-colonel précise tout de même que cette durée pourrait être révisée si la situation sécuritaire venait à s'améliorer. Le changement climatique, un fléau qui touche l'Afrique en premier plan avec des conséquences très différentes d'une région à l'autre. Les experts s'attendent à ce que la fréquence et l'intensité des bouleversements s'aggravent dans plusieurs régions du continent, accentuant alors le départ des populations avec des conséquences aussi sur l'économie. Illustration en Ouganda dans ce sujet de Nathalie Mo. L'Ouganda risque de perdre environ 5,9 milliards de dollars d'ici une décennie en raison de l'absence de politique de lutte contre le changement climatique, selon le Conseil national ougandais pour la science et la technologie. L'impact du changement climatique dans les secteurs de l'agriculture, l'eau, les infrastructures et l'énergie pourrait atteindre 437 milliards de dollars d'ici 2050. L'Ouganda dépend essentiellement des pluies et la rareté de celles-ci peut avoir des conséquences sur la production agricole, la sécurité alimentaire et la santé. La rareté de l'eau en Ouganda a aussi des conséquences sur la production de l'énergie, très important de le mentionner, et donc sur la productivité des agents économiques. Des experts ougandais établissent un lien entre explosion démographique et changement climatique. Le pays connaît l'une des plus fortes croissances démographiques au monde. La population ougandaise a été multipliée par 8 entre 1950 et 2015, selon des données officielles. Si on associe une augmentation significative de la population à une augmentation elle aussi significative des gaz à effet de serre qui, comme vous le savez, contribuent au réchauffement climatique. Mais avec les avancées technologiques de nos jours, comme le captage, l'utilisation et le stockage du carbone et bien d'autres, ces risques peuvent définitivement être mitigés. D'après des médias locaux, l'Ouganda est le 12e pays en développement le plus vulnérable face au changement climatique. En Ouganda, les effets du changement climatique ont inversé les saisons avec des pluies plus courtes ou plus longues et des sécheresses plus sévères, en particulier dans l'est et le nord-est du pays. Le Tchad est aussi l'un des pays parmi les plus vulnérables au changement climatique, un fléau qui provoque la détresse notamment des agriculteurs car faisant face à la sécheresse, une sécheresse qui décime les récoltes et qui fait craindre une explosion de l'insécurité alimentaire. Reportage entre correspondants au Tchad, Mahamat Ramadan. Au Tchad, les paysans se plaignent de la chute drastique de leurs récoltes saisonnières à cause des faibles pluviométries. Pour les aider à s'adapter à ce phénomène, le programme conjoint Sahel en réponse aux défis Covid-19, conflits et changements climatiques organise une vaste campagne de partage d'informations au profit des acteurs ruraux. L'objectif est de recenser les doléances des producteurs et des entrepreneurs ruraux afin de les aviser sur les mécanismes d'accompagnement. Nous sommes une coopérative des femmes et nos activités agricoles subissent énormément les effets du changement climatique et de la pandémie de Covid-19. Nous sommes venus nous renseigner sur le programme et la possibilité de bénéficier d'un accompagnement. Nous espérons avoir de l'aide pour continuer avec nos productions. L'avancée du désert et l'érosion du sol causée par la dégradation de l'environnement dans certaines régions du pays menacent les terres agricoles et les espaces de pâturage, un phénomène qui entraîne des conflits intercommunautaires dans le monde rural. Une situation que le programme SD3C veut prévenir en misant sur une approche humanitaire et développement des activités génératrices de revenus pour les couches vulnérables. Les initiatives du programme seront adressées prioritairement aux exploitations agricoles familiales, aux petits producteurs et éleveurs à faible revenu vulnérables et exposés aux risques de décapitalisation et aux crises climatiques, économiques, sanitaires et de conflits. Il s'adressera également aux organisations de producteurs, d'agro-éleveurs pastoraux, ainsi que leurs réseaux régionaux. Pour rappel, ce programme financé à hauteur de 25 millions de dollars est mis en œuvre au Tchad sous la coordination du projet de renforcement de la productivité des exploitations agropastorales, familiales et résilience au profit de 11 000 ménages répartis sur plusieurs provinces. Après 3 mois de grève, un accord semble avoir été trouvé en République démocratique du Congo entre les syndicats de l'enseignement supérieur et universitaire et le gouvernement. Le syndicat annonce que les autorités ont répondu à certaines des revendications de la profession. Un accord sur le barème de salaire a été trouvé.
Le numérique, l'avenir du continent, surtout quand on sait que 85% des emplois futurs, c'est-à-dire d'ici à 2030, n'existent pas encore aujourd'hui. L'outil Internet et informatique prend de plus en plus d'importance dans l'économie. Au Sénégal, de nouvelles formations dédiées à ce secteur du numérique ont vu le jour ces dernières années. Le numérique, une option d'avenir, c'est un sujet de Philomène Tine. L'éducation au Sénégal est une priorité pour les autorités, mais l'éducation de qualité reste surtout un enjeu majeur pour la jeunesse. La libéralisation du secteur a vu le développement considérable d'écoles de formation supérieure et d'universités privées. Établissements privés d'enseignement supérieur, centres agréés de certifications internationales, Supimax offre des formations autour des métiers du numérique. Aujourd'hui, nous formons sur tout ce qui est art graphique numérique, l'infographie, tout ce qui est audiovisuel numérique et la communication digitale, le web et les réseaux sociaux. En externe, on a beaucoup d'activités. Déjà avec nos partenaires qui nous demandent des fois des étudiants pour qu'ils viennent participer à des productions de films ou à des ateliers de photos ou en infographie. Comme activité interne aussi, on a des ateliers dans lesquels on invite beaucoup de professionnels. Le numérique a une très grande influence sur le monde du travail et les habitudes au quotidien, estiment les spécialistes. Une étude publiée par l'entreprise américaine de technologie Dell et l'Institut pour le futur indique que 85% des emplois de 2030 n'existent pas encore. Selon Boubacar Badji, enseignant à Supimax, le numérique est devenu incontournable dans tous les domaines d'activité. Le numérique aujourd'hui est devenu indispensable dans l'éducation, mais surtout dans tous les domaines d'activité. L'Afrique doit s'intéresser aujourd'hui au métier du numérique parce que tout simplement on est dans un monde de communication où la médiatisation ou tout simplement le marketing, tout passe par le numérique. La communication est devenue imagée et quand on parle d'image, on parle de numérique. Les formations essentiellement pratiques proposées par Supimax permettent aux apprenants d'être opérationnels pour pouvoir s'adapter à leur environnement de travail. Les enseignements dispensés par Supimax, selon mon avis, sont vraiment bien. Je m'adapte bien, je comprends bien. Les professeurs sont très explicites et nous donnent aussi des travaux. On arrive à mieux assimiler les cours. Les logiciels sont mis à notre disposition, ils sont gratuits. Supimax nous permet d'être opérationnels, du fait que les devoirs qu'on nous donne sont axés essentiellement sur des projets professionnels, des situations qu'on peut rencontrer en entreprise. L'Institut Supimax est né du groupe Supinfo Sénégal, créé en 1992. Ce groupe compte un autre institut, à savoir Supinfo, qui est plus orienté vers les métiers de l'informatique. Le groupe consacre son expertise à former des jeunes à l'utilisation de technologies innovantes et novatrices. Qui sera le visage de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations et quelles seront ses particularités? Encore un peu de patience car avant, place au concours pour choisir cette mascotte de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2023. Le concours est lancé depuis quelques jours à Treichville en Côte d'Ivoire, pays qui abritera la grande compétition continentale. Joël Ballot. En 2023, la Côte d'Ivoire va accueillir la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. À quelques mois de ce grand rendez-vous africain, le président du comité d'organisation, François-Albert Amichia, a procédé le 31 mars 2022 dans la salle Kodjo et Bouclé du Palais de la Culture de Treichville au lancement du concours de la mascotte de la CAN 2023. À la clé, 10 millions de francs CFA pour la meilleure création. En lançant le concours de la mascotte à 449 jours de la phase finale de la compétition, nous souhaitons nous donner le temps matériel de doter la CAN 2023 d'une belle mascotte, à travers un concours ouvert et inclusif, afin que tous les talents et génies puissent s'exprimer. Du 31 mars au 31 mai 2022, le concours de la mascotte CAN 2023 retiendra les candidatures individuelles d'amateurs ou professionnels dans l'univers des plasticiens,
des infographes, des graphistes. Pour être éligible au concours, le candidat doit être âgé de 14 ans et plus à la date du lancement du concours le 31 mars, être résident permanent en Côte d'Ivoire ou être un Ivoirien résident à l'étranger. La mascotte doit être engageante non seulement pour la Côte d'Ivoire, mais aussi pour l'Afrique et pour le monde. Et elle doit proposer une illustration vivante du thème de notre compétition qui, faut-il le rappeler, est Côte d'Ivoire 2023, la canne de l'hospitalité. Pour le comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, ce concours est aussi l'occasion de promouvoir les initiatives artistiques, visuelles et créatrices, impliquer activement les créateurs nationaux au succès de la CAN 2023, valoriser le patrimoine culturel et artistique national. Aussi, les candidats devront faire preuve d'ingéniosité, mais surtout d'originalité, afin de ressortir une mascotte représentative de ce grand pays qu'est la Côte d'Ivoire. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.